Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette visioconférence d'actualité du CRISOF. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Mamadou Aliou Baldé. Le professeur Baldé a été président de la commission des substances naturelles et médecine traditionnelle de la Conférence internationale des doyens de pharmacie d'expression française, c'est-à-dire la CIDPharmEF. Il est membre fondateur et président de l'Académie des sciences de Guinée, une académie qu'il dirige de main de maître. J'ai pu en être témoin. Il a dirigé le département de pharmacie de l'UGANG et l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée. Donc, le professeur Baldé est un spécialiste de la médecine traditionnelle et va nous traiter le sujet suivant, médecine traditionnelle et pharmacopée guinéenne, acquis et perspectives. Cher ami, vous avez la parole. Euh, c'est avec un réel plaisir que je participe à ce genre de forum. Et c'est la première fois, bien entendu. Et en cela, je remercie le professeur Étienne Lemary pour m'avoir donné cette opportunité. Alors, parler donc des acquis de Guinée dans ce domaine-là, et il faudrait auparavant que je rappelle très brièvement cette médecine traditionnelle africaine qui, en fait, a bien d'éléments communs au niveau de tous les pays. Il y a juste quelques spécificités en fonction des pays. Généralement, cette médecine traditionnelle africaine, elle est basée surtout sur des divinations, du spiritualisme, de l'herborisme. Et les concepts de maladie, c'est soit des causes naturelles ou parfois surnaturelles, très souvent d'ailleurs surnaturelles. Et les connaissances empiriques sont léguées par héritage et quelquefois par apprentissage. Les traitements reposent aussi sur des produits à base animale, végétale, minérale, quelquefois par des incantations. Et ce qu'il faudrait aussi souligner de nos jours, c'est l'influence des réseaux. Et les réseaux, dans les réseaux, parce que tout le monde y a accès, il y a évidemment des relents des médecines traditionnelles d'ailleurs, d'Asie en particulier, que certaines qui se font appeler tradipraticiens, mais qui ne le sont pas, emploient en tant que tradipraticiens. Cela dit, oula, mais je n'arrive pas à faire bouger la diapo. Je fais comment? Vous utilisez votre clavier, vous avez un Est-ce clavier que je devant peux? vous sur votre Est-ce que ordinateur. je peux? Utilisez les Est-ce que je- flèches à gauche du clavier, probablement celle qui indique vers l'extérieur va vous permettre d'avancer votre diaporama. C'est ce que je fais, mais Là, vous avez fermé le micro, Monsieur Baldé. Votre micro est fermé. Bon. OK. le micro est ouvert, Oui, le mais micro est ouvert. j'arrive simplement pas à tourner la page. Eh, misère. Puis moi, je ne peux pas la tourner pour vous d'ici. Écoutez, sur votre clavier, vous avez habituellement dans le bas de votre clavier, soit à droite, soit à gauche, dépendamment si vous êtes en PC, donc je pense que c'est à droite. Vous avez des flèches. Vous avez des flèches. Non, mais c'est sur ça, c'est le OK là. Je suis sur Ah, le. ben là, Voilà. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous l'avez Voilà. trouvé, Monsieur Baldé. Vous l'avez trouvé. OK. Parfait. Mais bon, allez, on fait avec. Donc, de toute façon, mon pays, la Guinée, euh, que vous connaissez certainement, c'est un petit pays d'une superficie de 45 000 environ kilomètres carrés, avec un peu plus de 12 millions d'habitants, où les pathologies dominantes reposent sur des parasitoses, des infections microbiennes et des maladies non transmissibles. Et c'est ce qui nous amène donc à envisager l'exploration et la valorisation de cette médecine traditionnelle et de la pharmacopée, de par la richesse de notre flore qui est censée être une symbiose de tous les biotypes africains.
Le pays est compartimenté en 4 régions naturelles avec des spécificités donc en termes de flore, de faune et de culture. En ce qui concerne l'expérience donc de la Guinée dans ce domaine des plantes médicinales, dans ce domaine de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée, sur les acquis et les perspectives, nos axes de recherche ont essentiellement porté sur de la botanique, de l'épidémiologie et de l'ethnopharmacologie. Et les critères de sélection pour aborder ces aspects ont porté sur les pathologies donc, qui nous intéressent, l'ethnobotanique, la taxonomie, la chimiotaxonomie. Évidemment, on tient compte de la bibliographie. Au plan botanique, nous avons sillonné quasiment tout le pays et ça a été l'occasion de réaliser la disparition d'espèces ou la menace de disparition de certaines autres ou l'exploitation intensive de certaines plantes. Et c'est le cas de Cola signarum qu'on avait retrouvé sur un seul pied dans tout le pays il y a un moment qui, à mon avis, à ce jour, doit certainement ne doit plus figurer. C'est le cas de Tomatococcus danieli, de Dioscoriophyllum cuminzi, qui sont donc, dont les fruits sont précurseurs de protéines édulcorantes, le Pavetta ovariensis, variété ovariensis, et des espèces non identifiées qui sont très employées et qui sont très demandées aussi, hélas. Donc, la disparition de la plupart de ces plantes. Et on rencontre également des spécificités parce que nous avons contribué à la valorisation du manuscrit du professeur Lisowski, ce grand botaniste, qui a décrit donc la flore de Guinée et, avec beaucoup d'espèces. Mais quand on regarde dans la littérature, en ce qui concerne cette plante que voici, Hyménocardia acida, elle est décrite comme étant une plante avec des fruits ailés. Mais dans les hyménocardia, une espèce d'hyménocardia, une variété d'hyménocardia qu'on a retrouvée ici, c'est non seulement avec des fruits ailés, mais avec des fruits comme des drupes. Sur les investigations ethnopharmacologiques que nous avons eu à mener, elles ont porté sur l'hypertension, le paludisme, le diabète, le cancer, le VIH, etc. Et avant d'aborder certains thèmes comme l'hypertension, nous nous sommes intéressés à déterminer relativement la prévalence de l'hypertension dans le pays, comme c'est une situation d'ensemble. Cette prévalence a été étudiée aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine. Et aussi les catégories professionnelles. Donc, nous avons noté une forte prévalence en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée et en Haute-Guinée, et une très faible prévalence en Guinée forestière. Ce qui nous a amené à nous intéresser au pourquoi de cette situation en Guinée forestière. Et donc, à cet égard, nous avons fixé notre attention sur les habitudes, sur les règles hygiéno-diététiques de cette région. Et on a constaté une alimentation particulière dans cette région de certaines plantes qui pourrait justifier cette baisse de prévalence dans cette région. Et aussi, nous nous sommes intéressés dans le cas de l'hypertension aux habitudes alimentaires, notamment la consommation intensive dans notre pays des cubes Maggi, c'est un exhausteur de goût et qui est souvent lié à l'hypertension en termes de prévalence. Et nous nous sommes aussi intéressés à l'étude d'un exhausteur de goût de chez nous à base de Parkia globosa, qu'on appelle Sumbara, et pour voir en effet son impact, s'il a véritablement un impact en tant que complément alimentaire dans la prévalence de l'hypertension. Les enquêtes ethnobotaniques et ethnomédicales ont porté sur de nombreux tradithérapeutes, herboristes et des malades, notamment en zone rurale, de façon particulière. De nombreuses plantes ont été sélectionnées sur des critères précis. L'hypertension, vous avez là une partie des listes, tout comme le paludisme, le diabète, les cancers, etc.
S'agissant des études biologiques qui ont été menées sur les plantes qui ont été sélectionnées, au niveau du paludisme, nous avions eu le Caesalpinia benthamium, le Baphodea benna, le Rurea minor, le Cochlospermum tinctorium, etc. Et des études in vitro sur le Plasmodium falciparum et sur les autres parasitoses ont indiqué quelques résultats intéressants, notamment avec le Rurea, qui, associé avec de l'artémisinine, donnait un résultat supérieur à l'artémisinine. Tous les échantillons ont été quasiment testés in vitro contre justement Plasmodium falciparum. Et en ce qui concerne le diabète, là également, des préparations sous forme d'infusette ont été réalisées et testées donc, à échelle ethnothérapeutique, et des résultats intéressants ont été acquis avec Anglerina leucardii, comme vous le voyez ici, à partir, dans ce tableau-là, de J0, la glycémie à jeûne étant de 2, et qui, vers la fin, était donc de 1,24, ce qui nous a amené à retenir cette plante pour un développement. Donc, Anglerina leucardii, Combretum glutinosum, Ficus, etc., ont été testés dans le même sens, cette fois-ci à échelle clinique, pour donner donc les résultats suivants, qui sont indiqués dans ce tableau. Je suis désolé parce qu'il y a une partie qui masque un peu mon tableau. Alors, en ce qui concerne Hyménocardia acida, qui justement a été retenu par rapport à l'hypertension, des études ont indiqué, en ce qui concerne les propriétés de la plante, des propriétés antioxydantes, antivirales, et sur les parasitoses également. Et les activités antioxydantes étant liées à la présence, comme on le verra plus tard, entre autres d'isoorientine et d'isovitexine, qui sont bien connus pour avoir un impact dans le domaine de la gestion de l'hypertension. Nous sommes également intéressés au cancer et dans les lignées cellulaires cancéreuses, comme ici indiqué, les plantes ici indiquées ont donné des résultats significatifs par rapport à la gestion de ces lignées cellulaires. Dans le domaine du VIH, des tests, on a analysé une centaine quasiment de plantes, et parmi lesquelles une a été retenue. Cette plante est retenue, on le verra plus loin. Jusque maintenant, on est là-dessus justement pour identifier les molécules responsables de l'activité. Mais en dehors de l'impact sur le VIH, les activités antimicrobiennes ont été également évaluées au niveau de toutes ces plantes. En dehors de ces pathologies, la schistosomiase, les mollusques, je pense que nous avons été parmi les premiers à publier des résultats significatifs d'une plante sur la schistosomiase à Manzoni. Nous avons travaillé sur ce plan-là avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, et l'impact de la plante sur le granulome, justement, géré par cette schistosomiase-là, était de façon immunomodulatrice. Et par rapport aux mollusques, le Bionfaladia glabrata a été particulièrement sensible à une des plantes, notamment Arizonia abyssinica. En termes de phytochimie, donc, toutes ces plantes ont été étudiées à cet égard, des résultats épars par rapport à tous les métabolites secondaires qui ont été trouvés là, comme indiqué ici, l'acide bétulinique, Wapaca, Paveta, des procyanidines, et de l'éléocarpidine, et de nouveau alcaloïdes peptidiques au niveau d'Hyménocardia acida. Et en ce qui concerne le VIH, nous sommes au dernier tournant pour
de l'activité. L'activité in vitro est assez importante et c'est pour ces raisons-là que pour l'instant, on n'a pas cru devoir faire des publications sur les résultats du moment. Les fractionnements bioguidés qui ont abouti justement à l'isolement de ces molécules, aussi bien au niveau du VIH que du paludisme et d'ailleurs, et par rapport au paludisme justement, là c'est un exemple de fractionnement bioguidé qui a été mené et qui indique que les trois produits qui donnaient les meilleurs résultats et qui justifiaient l'activité de la plante en tant qu'antipaludique étaient justement la quercétine, l'éthylgalate et un féoforbide A. Sur le Coclosporum tinctorium, qui est particulièrement connu dans notre pays et fortement employé dans le traitement de la jaunisse et de tout ce qui a trait à cette jaunisse, les tests in vitro n'ont pas été aussi impressionnants que par rapport à d'autres plantes. Mais un fractionnement bioguidé nous a simplement indiqué que le principe actif principal, c'était du cytostérol avec un IC50 de 7 microgrammes par millilitre. Dans le domaine antimicrobien et molluscicide, c'est cette molécule, la acétone, qui justifie cette activité, notamment contre Neisseria gonorrhoeae et contre le Bionfalaria glabrata, et c'est une nouvelle molécule, publiée bien entendu. Et là, je fais allusion à ce dysfonctionnement érectile, puisqu'on s'est intéressé à cet égard également. On a rencontré beaucoup de tradipraticiens, mais qui cachent généralement leurs recettes. Il est presque impossible de connaître la composition exacte de leurs recettes. Mais l'un de ces tradipraticiens qui avait la meilleure recette en termes de résultats, puisqu'il ne voulant pas livrer la composition exacte de son produit. Donc, nous avons procédé à une analyse phytochimique et on a trouvé qu'il y avait un produit majeur. Et quand on a isolé le produit majeur et soumis aux identifications, aux analyses spectrales, on a abouti au sildenafil, donc le Viagra. Forcément, ça justifiait l'effet aphrodisiaque. Le Nocléa, on s'est intéressé comme antipaludique parce que à l'université de Grenoble, je crois, ils ont identifié du tramadol. Ça nous a interpellés dans la mesure où en biogénétique, c'est quand même difficile qu'une plante arrive à générer du tramadol. Et donc, on a essayé d'analyser assez d'échantillons de notre pays et puis des échantillons du Bénin, du Mali et du Togo pour voir, pour vérifier la présence de ce tramadol. Mais nous n'avons pas trouvé, nous, en tout cas, par contre, on n'a pas encore trouvé du tramadol dans le Nocléa. Des essais cliniques ont été également menés là. Et là, je dois surtout souligner le fait que cette adhésion des jeunes cliniciens, parce que le grand problème de la valorisation de la médecine traditionnelle en Afrique, c'est ce fossé qui existe entre le conventionnel et le traditionnel. En général, les médecins conventionnels regardent toujours d'en haut cette médecine traditionnelle, et en exigeant évidemment, à juste titre, les obligations scientifiques indispensables pour aboutir à une médication. Mais là, c'est justement deux langages complètement différents parce que chaque langage étant basé sur une assise qui se justifie pleinement. Donc là, le fait d'avoir réussi à relier le pont entre les jeunes médecins et puis les tradipraticiens, ça a été quelque chose de bien et qui nous a amené à faire des essais cliniques dans le paludisme, l'hypertension, le diabète et tout récemment COVID-19. Et là, c'est justement par rapport aux enfants, les produits là, et par rapport à COVID également, l'essai clinique qui avait été, qui a été mené jusqu'au bout, à l'exception de Artemisia qu'on n'avait pas démarré puisqu'il y avait les malgaches qui étaient déjà là-dessus. Sur les parasitoses, comme je le disais, avec le Pavetta oariensis, beaucoup de proanthocyanidines, parmi lesquelles bien de nouvelles qui ont été publiées,
sont à la base de l'effet noté par rapport aux propriétés antiparasitaires de la plante. Et sur Arizonia abyssinica, on vient d'en parler. Mais ici, je le souligne parce que ce sont des espèces qui, hélas, sont en voie de disparition, pour ne pas dire que ce sont des espèces qui ont disparu. Les lignes cellulaires, nous en avons parlé. Alors, en termes galéniques, c'est surtout le développement de phytomédicaments. Et dans ce domaine de phytomédicaments, on a pu concevoir avec le partenariat d'une firme de Strasbourg, en France donc, des microsphères, puisque les microsphères se sont réellement confirmés comme étant des produits extrêmement importants quant à la stabilité donc, des principes actifs dans les plantes. C'est ainsi donc qu'on a conçu pas mal de phytomédicaments pour du paludisme, de l'hypertension, du diabète, et même le VIH pour les tests cliniques et les helminthiases. Voici ici quelques exemples justement de ces produits qui ont été élaborés dans le cadre du développement de phytomédicaments. Et comme service à la communauté, parce que c'est notre devoir fondamental, puisque comme je vous l'ai dit au départ, nous travaillons surtout dans les zones rurales. Bien entendu, les prévalences, si on arrive à en faire, ça les oriente. Et puis par rapport aux tradithérapeutes qui sont censés être des professionnels de la pathologie pour laquelle on fait des enquêtes, et là, s'il s'avère que réellement la prévalence elle est faible, on s'intéresse alors de façon spécifique à ces tradipraticiens dans ces zones rurales, surtout quand c'est des zones rurales très reculées. Et à l'heure actuelle, comme je le disais, on a, par des fractionnements bioguidés, identifié les molécules qui sont responsables de l'activité anti-VIH. Et les fractions actives sont connues. Et des isolements ont été réalisés à partir de ce fractionnement connu. Des produits purs ont été obtenus, mais en faible quantité pour l'instant, parce que c'est de l'ordre de 2 mg, etc. Mais il n'empêche, la spectroscopie de RMN a été déjà menée et on continue donc les démarches pour arriver à l'identification des principes actifs donc, de cette plante-là. En termes de perspective, c'est de développer l'ethnothérapeutique que nous avons déjà engagée. J'entends par ethnothérapeutique, puisque en milieu rural, il n'est pas question d'exiger un essai clinique dans les règles de l'art. Ils sont loin d'avoir les moyens financiers. Ils sont loin, même le pays, d'avoir les moyens matériels requis par rapport à des essais cliniques convenables. Donc, on essaie de développer ce que nous appelons ici ethnothérapeutique, l'évaluation ethnothérapeutique. Celle-ci consiste tout simplement un tradithérapeute par rapport à une pathologie. Le tradithérapeute le plus renommé du village par rapport à la pathologie donc est abordé. Et puisque c'est souvent suite, comme c'est le cas du paludisme, à des enquêtes de prévalence, par rapport à l'éthique, ceux qui sont, comme ils se connaissent, c'est le même lieu. Et ceux qui se sont avérés donc concernés par la pathologie et qui acceptent d'être traités par le tradipraticien, donc nous, on ne fait qu'office d'arbitre. Mais pour récolter la plante, on le fait avec, puisque c'est son milieu naturel. Et puis, on suit les traitements, on mesure les paramètres biologiques avant, pendant et après traitement. Donc, c'est en fonction de ça qu'on évalue l'activité d'une plante. Si ça marche, on encourage le tradithérapeute à continuer sa thérapie. Si ça ne marche pas, on l'en dissuade. Généralement, c'est des zones, c'est des villages qui ne disposent malheureusement pas de structures qui les permettent d'avoir à suffisance les médicaments requis pour faire face à leurs problèmes. Donc aussi, comme perspective, c'est de promouvoir la culture des espèces médicinales et tenant compte justement de cette dégradation de la biodiversité et d'appliquer des essais cliniques par rapport à toute plante retenue comme importante en termes thérapeutiques, mener des essais cliniques, mais dans les règles de l'art cette fois-ci, d'où l'importance justement de ces microsphères qui peuvent justement permettre de réaliser des essais cliniques
randomisés en double aveugle et contrôlés. Et enfin, valoriser les acquis, parce que là, en fait, j'ai résumé, mais sinon, il y a pas mal d'acquis, parce que dans le domaine de ces recherches sur les plantes médicinales et la médecine traditionnelle de notre pays, sont impliqués les universités, les institutions de recherche, les tradipraticiens, des herboristes et des chercheurs indépendants. Donc, il y a bien d'acquis dont certains sont encore méconnus, mais ceux qui sont connus, c'est ce que j'essaie ici de façon très résumée, la situation de mon pays dans ce domaine. Je vous remercie. Ben, merci beaucoup, professeur Baldé. C'était passionnant parce que vous nous avez expliqué les différentes étapes et on comprend que étudier la médecine traditionnelle, c'est largement aussi compliqué que la médecine conventionnelle quand on essaie d'aborder les problèmes, savoir si une molécule est efficace ou pas, etc. Merci beaucoup. Ben, la parole est à nos auditeurs. Est-ce que je Oui, peux ouvrir le bal? vas-y. OK, j'ai trois questions. Oui, D'abord, merci pour cet exposé. Personnellement, j'ai appris énormément. Euh, le pouvoir des plantes, ça fait longtemps que c'est connu de par le monde, mais d'aborder cette question-là, c'est très difficile et puis c'est pas toujours évident. Donc, merci de l'avoir fait. Et puis, merci pour tout ce que vous faites pour vos concitoyens et même pour les gens autour. merci. Ma première question, ça concerne l'artémisine. Quand Oui, j'étais au Gabon en 2019, on en parlait beaucoup, puis on fondait beaucoup d'espoir sur l'artémisine et puis le paludisme. Vous avez parlé tantôt du plasmédium et des effets combinés d'une autre molécule avec l'artémisine sur le plasmédium. Est-ce que dans ce contexte-là précis, les effets antipaludiens ont été étudiés? les effets en fait, cette étude a été menée de façon in vitro d'abord, parce Ah, que ce n'était pas d'accord. la seule association. On a mené pas mal d'associations. La plupart des plantes qui ont été testées in vitro, c'était en comparaison avec l'artémisinine et la chloroquine. Ah, Et d'accord, je l'artémisinine comprends. donnait toujours le meilleur résultat. Les plantes individuellement d'abord ont été testées, et puis on a essayé de faire une association des plantes qui ont donné les meilleurs résultats. Et l'artémisinine étant connue, on a pensé, et puis l'Artemisia annua, on a essayé de la domestiquer dans le pays, ça pousse aisément, pas de problème. Et on s'est rendu compte que la teneur en artémisinine, quand c'est domestiqué, c'est également satisfaisant. Donc on s'est dit, s'il y a possibilité d'une bithérapie, pourquoi pas? Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on avait essayé ça. Mais ça, c'est le résultat que j'ai mentionné ici, c'est un résultat in vitro. Mais un résultat in vitro quand même meilleur à artémisinine toute seule. On a essayé plus tard à évoluer vers un essai clinique réel en combinant justement en tenant compte de ce résultat. Mais malheureusement, en chemin, Ebola est intervenu. Donc, ça a interrompu tout, alors qu'on était fort avancé dans l'essai clinique en question. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que je peux aller pour ma deuxième petite question? S'il vous plaît. Ma deuxième question, ça concerne, et c'est très vrai, il faut que les essais cliniques soient adaptés aux conditions locales, et vous l'avez très, très bien montré. Euh, comment, comment vous y prenez-vous éventuellement pour faire valider ces essais cliniques-là que vous exercez dans les villages? Comment vous vous exercez pour les valider au niveau, comment je dirais, international? Oui, en fait, au niveau international, là, on rentre déjà dans l'arène scientifique en tant que telle. Et évidemment, il y a des journaux qui tiennent compte de ces médecines traditionnelles, de ces valeurs anciennes, ancestrales, etc., etc. Mais quand on veut aller à l'international, il y a bien entendu là quelques barrages, mais là n'est pas le problème parce que en fait, nous cherchons à avoir un impact qui soit favorable à ces populations démunies dans les villages.
De toute façon, même à l'heure actuelle, ils sont en train, quand ils sont malades, mais ils sont obligés de faire face à celui qui est à mesure de leur proposer une solution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les religions, c'est quand on n'arrive pas à trouver une solution, quelquefois, même si on n'est pas religieux, on aborde la religion. Pourquoi pas? Ça peut Exactement. réussir aussi. Et je suis Ouais, content de vous dire. et donc, de ce côté ethnothérapeutique-là, c'est juste puisqu'ils ont des guérisseurs, forcément, quand ils sont malades, ils essayent de trouver toutes sortes de solutions. Et la solution à leur portée, c'est le praticien avec lequel ils vivent. Donc, ils se connaissent. Ça, c'est déjà un premier élément. Un second élément, c'est que ce guérisseur, par rapport à des malades, parce qu'eux, leur diagnostic repose sur des symptômes. Et les symptômes, là, généralement, quand on fait de la fièvre, qu'on vomit, etc., ils ont leur façon de définir le paludisme, par exemple. Donc, chaque fois qu'ils ont des cas pareils, ils appliquent toujours la même recette et c'est en cela qu'ils sont reconnus comme réellement thérapeutes spécialistes de telle pathologie. Hum. Mais nous, ça constitue, si vous voulez, une base pour mener des essais cliniques plus tard. Parce que si on se rend compte qu'à ce stade déjà de la question, on a quand même quelques résultats probants, alors évidemment, là, on sélectionne pour envisager un essai clinique dans les règles de l'art. Donc, c'est, si vous voulez, un premier filtre, mais qui peut se justifier là. Non, mais je suis très content de votre réponse parce que finalement, ça justifie de revaloriser la recherche africaine. Ça Ouais. justifie de revaloriser la publication de journaux d'études africaines dans un contexte africain par des revues africaines pour des Africains. Ah, c'est bien dit. Vous avez fait là une très belle conclusion qu'on pourrait citer plus tard. Oui. Merci beaucoup. Ben, écoutez, moi, je pense, j'aurais une dernière petite question très, très Oui. technique, celle-ci, parce que, Oui. bon, je suis un biologiste biomédical dans l'âme. Et donc, je Oui. me demandais, quand vous avez parlé tantôt de fractionnement bioguidé, par Oui. quel type de molécules vous les bioguidez? Non, quand on dit fractionnement d'idées, cela veut dire que votre échantillon, que ce soit un extrait, une fraction, une molécule, mais généralement, quand on dit bioguidé, c'est toujours le départ, un extrait. Ah, Parce je qu'on comprends. cherche à séparer de façon progressive jusqu'à parvenir à l'élément OK, ouais, je comprends. responsable de la réception. Ça se trouve être du fractionnement progressif. Voilà, c'est donc des fractionnements successifs, mais qui sont fondés sur des résultats. Parce que si dans une fraction, vous avez 10 sous-fractions, et dans ces 10 sous-fractions, il n'y a que 2 sous-fractions qui sont actives, vous abandonnez les autres et vous Ah oui, tout à poursuivez. fait. Non, je comprends. OK, d'accord. Je ne l'avais pas compris comme ça. Merci beaucoup. Je passe la parole aux autres. Merci, je vous remercie. Merci. Une autre question? Ben, moi, j'en avais une, je voulais réagir un petit peu à ce que vous veniez de dire à propos de la publication. Je crois que c'est toi, Yves, qui a dit dans ton élan, il faut encourager les publications dans des revues africaines, c'est-à-dire que ça, et les revues africaines sont faites essentiellement enfin essentiellement, c'est exagéré, mais elles sont faites en particulier pour la population africaine. Euh, J'irai un petit peu contre ça, parce que si on veut, je pense à des plantes qui ont fait faire des progrès considérables à la médecine. Par exemple, les alcaloïdes de la pervenche de Madagascar, c'était à l'origine de toute une série de médicaments anticancéreux qui ont bouleversé totalement les leucémies, les lymphomes à une période. Maintenant, c'est un peu dépassé, mais ça a fait faire des progrès considérables. S'il n'y avait pas de publication dans des revues internationales qui alertent sur, attention, il y a quelque chose derrière ces plantes qui mérite d'étudier de façon plus approfondie, on ne serait peut-être pas Excusez-moi, est-ce arrivé que vous à... pouvez parler un peu plus fort là, parce que j'entends difficilement là. Je dis, je parle des alcaloïdes de la pervenche. S'il n'y avait pas eu de publication initialement, il y a maintenant 30 ou 40 ans, sur ces alcaloïdes isolés à Madagascar, on n'aurait peut-être pas abouti à des médicaments anticancéreux qui ont été majeurs dans le traitement du Hodgkin, du lymphome, il y a une trentaine d'années. Donc, se limiter à des revues africaines, je pense que ça ne suffit pas. Il faut essayer
même si on n'a pas toutes les données scientifiques, d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être en quelque sorte un lanceur d'alerte. Qu'en pensez-vous? Oui, oui, Mais c'est tout pas à fait. facile. Oui, 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 tout à fait d'accord avec vous, hein. Tout à fait d'accord avec vous. De toute façon, moi, euh, dans les enseignements que j'ai eu à mener auprès des étudiants des universités d'ici, euh, on dit généralement aux chercheurs, tu publies ou tu meurs. Donc, ils cherchent à publier d'une manière ou d'une autre. Mais ils ont souvent ce complexe de croire qu'il faut nécessairement publier dans des revues super indexées, etc. Donc, ils font de la recherche et ils ont quelquefois, ils obtiennent des résultats intéressants, mais ils ont le complexe d'y aller. Ah. Donc, bien entendu, aujourd'hui, on a toute une panoplie de journaux dans ce domaine-là qui valorisent les efforts des chercheurs. Ça, c'est bien connu. Et puis mieux, maintenant, les pays, presque chaque pays africain a un journal dédié à ceci, à cela, selon les spécificités, quoi. Et donc, sur ce plan-là, en effet, il y a bien moyen, comme ça a été suggéré, d'envisager des publications. Mais je pense que même ces évaluations hypnothérapeutiques, il suffit, c'est une opportunité de faire connaître un peu les méthodes et puis l'impact de ces méthodes dans des villages fortement reculés en attendant qu'ils aient mieux. Et puis, j'insiste là-dessus, c'est que c'est une occasion de faire réellement la différence entre ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Ce qui peut avoir un impact négatif par rapport à autre chose. Parce que nous appuyons là le tradithérapeute, bien entendu. On l'appuie, c'est une occasion sans en le ménageant, bien entendu, parce qu'ils sont très sensibles. Et ils ont souvent tendance euh, à croire que c'est les critiquer quand on donne un point de vue. Et donc, il faut toujours le faire avec tact. C'est pour ça que généralement, dans les villages, on envoie d'abord des collègues qui parlent la langue du terroir et qui connaissent les us et coutumes du terroir. On tient compte de bien d'aspects avant de démarrer ce genre d'activité, bien entendu. Et étant entendu que l'éthique également, pour des raisons éthiques, aussi, on tient compte de bien d'aspects avant d'y aller. Parce qu'on a un comité national d'éthique, que ce soit pour l'essai clinique ou même l'évaluation ethnothérapeutique, on fait toujours appel au comité national. D'ailleurs, professeur Moussa, ici présente, là, c'est elle la présidente du comité national d'éthique, d'ailleurs. Elle pourrait le confirmer. Je veux dans le chat, si vous permettez, Étienne, il y a deux questions. Oui, j'ai deux questions. Et ça Oui, vient de Madame ou de Monsieur Jin Edo. Est-ce que oui, ces potions fabriquées à base de plantes ont oui. des effets, parviennent à éradiquer les maladies? Mais oui, éradiquer une maladie, ce n'est pas une mince affaire, de toutes les façons, quel que soit le produit que C'est vous allez sûr, ça utiliser. c'est clair. C'est clair. Donc, l'important ici, c'est de soulager le patient. Et idéalement, comme vous le dites, ce serait éradiquer. Ça, c'est l'idéal. Et je pense que tout le monde cherche cela de toute façon. Mais pour l'instant, l'objectif, en tout cas, c'est de mettre le patient dans des meilleures conditions, Tout à fait. tout simplement. C'est le but des thérapeutiques européennes aussi, anyway. Voilà. La deuxième question de ce monsieur ou de cette dame, est-ce que ces potions ont des accès au marché africain et sont-ils aussi disponibles à certains marchés européens? Euh, je n'ai pas tellement bien. Vous voulez répéter, s'il vous Oui, plaît? je répète. Est-ce que les potions que vous dérivez à base de plantes ont des Oui. accès au marché ou aux pharmacies africaines et européennes? Ah oui, OK. Donc là, justement pour essayer de valoriser toutes ces recherches, parce que ce qui est triste en Afrique, il y a des chercheurs chevronnés, il y a des chercheurs très courageux, malheureusement, ils ne sont pas accompagnés, parce que faire de la recherche, il y a de l'argent. Et puis valoriser cette recherche exige également de l'argent.
il n'y a pas très longtemps, ici dans mon pays, quand on est un enseignant chercheur et chercheur, mais ça n'avait aucune valeur sociale. Vous n'avez aucune chance d'avoir une épouse quand vous allez dans une famille demander la main d'une fille. Parce que la question qu'on va vous poser, vous travaillez ou vous enseignez? Donc, Aïe, aïe. c'est tout vous dire. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai pensé, et j'ai dit aux chercheurs, essayez malgré vos maigres moyens de voir dans quelle mesure vous pouvez avoir des partenaires ci et là pour valoriser vos recherches. Et c'est dans ce cadre-là, justement. On vient de vous perdre, M. Baldé. Oui, il y a une interruption. Il y a une interruption. Écoutez, on va espérer que M. Baldé revienne. Mais Alors, j'avais une question à lui poser à ce sujet-là, mais on va attendre qu'il revienne. Ah ben, Yves, on t'a perdu aussi. non, non, c'est correct, c'est parce que je parlais avec un autre monsieur qui était à côté de moi. Je m'excuse de ce. Écoutez, Étienne, est-ce que tu veux juste prendre le relais pour quelques secondes, s'il te plaît? Je reviens dans une seconde. Oui, oui, je prends le relais. Alors, on a perdu Monsieur Baldé, mais il va revenir très certainement. On va attendre une minute. Bon, ben, je pense que M. Baldé est parti. Je m'excuse du petit contretemps. Ben, écoutez, compte tenu du fait que M. Baldé est parti, je vais en profiter pour faire les dernières annonces. La fin de l'année approche. Ne bougez pas, je vais aller chercher le calendrier. Je vais vous annoncer les prochaines visioconférences du GRISOF dans le cadre des des visios d'actualité. Donc, notre prochaine rencontre va être le 28 novembre. Attends un peu, je suis bien en novembre, là, hein? Oui, le 28 novembre. Et c'est le professeur Laurent Guillemino, qui est un professeur à Tours, à l'Université François Rabelais à Tours, et qui va nous faire, excusez, à Toulouse, et qui va nous faire un exposé sur la toux chronique. Suivra cet exposé, après cet exposé, le 19 décembre, nous aurons Abdoulaye Anne, qui est professeur à l'Université Laval, qui est professeur au CIRAM, qui est le Centre de recherche internationale Afrique et Moyen-Orient, qui va nous faire une conférence sur la communication africaine, ou quelque chose qui va tourner autour de l'art de savoir communiquer en Afrique. Et donc, je vous invite à assister à cette conférence. Et par la suite, moi, je pense que je vais arrêter là. Nous allons continuer en 2025. Ben, je peux donner le début de l'année 2025 euh, en attendant que Ben, le le 9 janvier, on a le professeur Jean-Marc Lévy-Leblond, Université Côte d'Azur. partage de l'ignorance, production et transmission de la connaissance. Et puis après, ben, c'est encore un petit peu, c'est pas encore clair. Voilà. Exactement. Donc, on est en train de structurer l'année 6, finalement. Ça va être notre 6e année. Ben, je vois que M. Baldé revient. Ah bon, ok. Il est revenu. Je l'ai fait entrer, mais je ne sais pas s'il va être capable de se connecter. Oui, je pense qu'il est connecté. Ah, puis sur ce, ah oui, oui, il est connecté. Oui, oui. Désolé, hein, Oh, on est en Afrique, on a souvent, il y a une coupure d'électricité. Bon, ça vient juste de venir. Il n'y C'est a pour pas de cette raison. souci, il n'y a pas de souci. Au moins, vous n'avez pas la neige. Il n'y a pas de neige chez vous, ça c'est bien. Ben, écoutez, c'est ça. Donc, sur ces quelques mots, il est 10 heures, la coupure est à veille de se produire.
Oui, attends, il y a peut-être une ou deux questions encore, Yves. Oui, moi je suis ouvert. Tantôt, je voyais que le micro de M. Santini était ouvert. Oui. Allez-y, M. Santini, si vous voulez vous exprimer. Bon, ben, bonjour à tous. Bien, Désolé Monsieur pour mon Santini, retard, comment j'ai du mal à allez-vous? reconnecter. Moi, j'ai pas de questions. De l'admiration pour Aliou Baldé, avec lequel j'ai travaillé pendant 3 ans à Conakry. On avait visité ensemble le jardin botanique et j'avais été en admiration devant ces plantes et tous les bienfaits, en particulier dans ces pays, dans ce pays comme d'autres, où il n'y a pas d'accès vraiment aux médicaments. Donc cette chose m'avait paru complètement intéressante et bien que je le répète, c'est pas du tout mon domaine, mais j'étais étonné de la passion de M. Baldi et heureux de son Merci. amitié. Mais je suis très content de vous revoir là, Monsieur Santini, parce que ça fait un bon bout de temps là. Et, OK. Oui, ouais. Est-ce que nous avons d'autres questions, commentaires? oui, moi j'avais une question suite à ce que disait Aliou Baldé il y a quelques instants avant d'être coupé. C'est qu'à l'heure actuelle, et au tout début de votre exposé, vous avez parlé des réseaux sociaux et ça m'a amené à vous poser la question suivante. Par les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, on a tendance à promouvoir de tas de choses, y compris des médecines alternatives, etc. Alors bien entendu, j'ai bien compris qu'on est très loin des médecines alternatives, mais il n'empêche qu'il y a derrière un marché considérable. Et est-ce que vous n'avez pas peur d'être euh, envahi ou dépassé par les médecines traditionnelles? Si je vais dans un rayon de ma pharmacie qui est juste en face de chez moi, je vais trouver toute une série de tisanes, de pilules, etc., à base de plantes dont on n'a aucune idée de l'origine et dont on n'a aucune idée de l'efficacité. Voilà, c'est une question très, très, très importante et vraiment d'actualité. Non seulement on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais en plus, on se cache derrière quelquefois l'expression complément alimentaire. Mhm. Puisque complément alimentaire, non, il n'y a pas trop d'exigences comme un médicament en tant que tel. Donc, derrière cette notion de complément alimentaire, c'est du fourre-tout. Et puis aussi, l'autre annotation, c'est un produit bio, dit-on. Oui. Évidemment, on va voir achalandé dans les officines, et je crois que partout dans le monde, à l'heure actuelle, vous trouverez. Mais comme vous le dites, c'est le problème de contrôle. La plupart de ces produits ne sont pas tellement contrôlés. Et c'est justement pour ça que et quand on entend certains qui euh, mettent le pistolet sur les produits traditionnels, là, c'est pas contrôlé, c'est pas contrôlé. Oui, c'est vrai, mais à l'heure actuelle, on risque d'être envahi par beaucoup de produits qui ne sont pas en effet contrôlés. Et puis dans les réseaux sociaux, puisque bon, l'analphabète, il croit à tout, hein. S'il dit que réellement euh, tel produit, quel que soit le produit, peut soigner surtout le cancer, alors là, les gens, ça, ils ne vont pas du tout se gêner. Surtout quand ils se rendent compte qu'avec la conventionnelle, la médecine conventionnelle, allez, ils n'ont pas toujours leur réponse. Donc, ils se disent, je laisse à Dieu va. Donc, ils tentent tout ce qui est à leur portée. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une pharmacie ouverte au monde entier. Hmm. Là, c'est l'autre problème, mais qui n'est pas simplement africain, qui est mondial en fait. Oui, tout à fait. Je signale simplement que pour les produits bio, j'entendais ça il y a quelque temps, pour la France, 90% des produits bio, je parle des produits en général, des légumes, etc., 90% Oui, ça sont, l'est. sont d'origine étrangère et le seul contrôle qui existe, c'est la fourniture d'un certificat lors du passage de la frontière par lequel c'est bio. Voilà, Sans dire vous avez que... tout dit. Ouais. Oui. Bon, ben écoutez, moi je vais clore la session, si vous permettez, simplement en disant que peut-être un jour,
nos sociétés, nos gouvernements, nos savants comprendront que probablement que la médecine traditionnelle, la médecine classique, je vais dire occidentalisée, si on les mettait ensemble, je pense qu'on aurait plus de succès puis une meilleure santé pour tous. Et donc, sur ces quelques mots, je vous dis merci. Merci encore à vous, professeur Aliou Baldé. Ça a été génial et puis j'espère un jour vous rencontrer en Guinée à votre jardin botanique. Eh bien, c'est à moi de vous remercier et on serait très heureux et très honorés de vous recevoir en Guinée, justement pour vous montrer non pas seulement le jardin botanique, mais le paysage guinéen en termes de flore. Mais Monsieur Santini, j'ose espérer que vous allez quand même revenir pour qu'on fasse encore la marche sur ce que nous avions déjà entrepris depuis le départ.